Mais le pétrole, c'est évidemment une source d'énergie. Il est devenu la source prédominante d'énergie dans le monde. Il représente aujourd'hui à peu près 36% du total de la demande d'énergie primaire dans le monde. Il va le rester longtemps avant de céder la place à d'autres sources d'énergie. Mais le temps presse. On cherche fébrilement des sources d'énergie alternatives car les réserves de pétrole s'épuisent, inéluctablement. Partout, jusque dans les endroits les plus inaccessibles du monde, on met de nouveaux puits de pétrole en exploitation à un coût exorbitant et au détriment de l'environnement. Mais le pétrole ne sert pas uniquement à faire tourner les moteurs et les chaudières. C'est l'une des principales matières premières de l'industrie chimique. Öl ist unser letztendlich wichtigster Rohstoff. Le pétrole est notre matière première essentielle. Si vous regardez l'ensemble de la gamme de produits que nous fabriquons, vous constaterez qu'ils sont faits en très grande majorité à partir du pétrole. Cartouches d'encre, stylos à billes, flacons et bouteilles, matières plastiques et détergents de toutes sortes contiennent des dérivés de pétrole. Il en va de même pour d'innombrables aliments et médicaments. Et lorsque le prix du pétrole monte, de nombreux articles de notre vie quotidienne augmentent aussi. C'est inévitable. Le pétrole est pour moi synonyme d'un liquide noir et sale, dont l'extraction et le transport sont nuisibles à l'environnement et dont la combustion détériore en plus le climat. Et pourtant, le pétrole gouverne le monde. La demande de cette huile noire qui fait tourner les rouages de notre économie ne cesse de croître et son prix monte toujours et encore. Pour tenter de comprendre ce mécanisme, nous avons suivi le parcours d'un baril de pétrole depuis son origine au Koweït jusque dans une station-service en Allemagne. Le voyage de notre baril de pétrole brut commence dans un gisement pétrolifère du Koweït, se poursuit par la traversée du canal de Suez pour aller jusqu'à Rotterdam et aboutir en Allemagne. Un périple coûteux et risqué. Le pétrolier longe les côtes du Proche-Orient et de pays en crise, l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. Bourgane, dans le sud du Koweït, le deuxième plus grand gisement de pétrole du monde. Le Koweït est l'un des pays fondateurs de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Avec l'Arabie Saoudite, il en est l'un des principaux membres. L'OPEP fournit près de 40% de la production mondiale de pétrole. Les besoins en or noir étant pratiquement insatiables, les puits de forage tournent à plein régime, non seulement ici à Bourgane, mais aussi dans le monde entier. Avec 1 800 000 barils de pétrole par jour, le Koweït atteint pourtant les limites de sa capacité de production. Impossible d'en produire plus. Et la situation est analogue dans plusieurs autres États pétroliers. Seule l'Arabie Saoudite, premier pays producteur de pétrole, peut encore augmenter sa production. Mon nom est Moushraf Hachamari. Je suis ingénieur pour la compagnie pétrolière du Koweït. À mes côtés se trouve Abdullah Adabous, qui est chargé de la surveillance des gisements. Nous sommes ici sur le site le plus grand du Koweït. Vous venez de voir comment on procède pour prélever un échantillon de pétrole sur un gisement. Le pétrole que nous avons recueilli va maintenant être envoyé au laboratoire de Bourgane pour qu'on analyse sa composition.
On va mesurer sa teneur en eau et sa teneur en différents sels, par exemple. Et ensuite, le pétrole sera transformé en fonction des résultats obtenus. Le pétrole jaillit de façon totalement naturelle des gisements. Il est simplement poussé par la pression du gaz qui se trouve sous terre. En matière de commerce international du pétrole brut, tout tourne autour du baril. À l'origine, ce terme désignait un tonneau d'une contenance de 159 litres. Mais aujourd'hui, on ne l'emploie plus que comme unité de mesure. Le tonneau lui-même est devenu une pièce de musée. Depuis près de 140 ans, le transport du pétrole se fait par pipeline. Une fois extrait des gisements de Bourgane, notre baril de pétrole chemine dans un pipeline de plusieurs kilomètres de long. Sa destination, la station de collecte GC19 de Bourgane. Elle est alimentée par une centaine de puits de forage. C'est ici que le pétrole brut subit ses premières transformations. On en extrait l'eau et le gaz qu'il contient, le gaz étant récupéré pour une utilisation ultérieure. Lorsque la pression est trop élevée dans les canalisations, on brûle une partie du gaz dans des torchères. Au terme de ces transformations, le pétrole purifié est transporté par pipeline jusqu'au dépôt d'hydrocarbures du port d'Armadi, l'endroit où notre baril vient aussi d'arriver. Le chargement d'un tel pétrolier demande beaucoup de temps et des moyens techniques spécifiques. Le navire est gigantesque. Il a une capacité d'environ 1 800 000 barils. Pour charger un bateau de 322 mètres de long et de 31 mètres de jauge comme celui-ci, il faut en l'occurrence 2 à 3 jours de travail. Des journées pleines où l'on travaille 24 heures sur 24. Le port dans lequel nous nous trouvons n'est pas assez profond pour que l'on puisse charger entièrement le pétrolier. C'est pourquoi on ne le remplit qu'à moitié. Le reste est chargé au large, en haute mer, au moyen d'une installation mobile de chargement qui s'appelle un SBM. Quand le tanker est complètement chargé, il y a 21 mètres entre sa ligne de flottaison et la quille. Il fait 56 mètres de large et peut transporter 1 800 000 barils de pétrole. C'est une quantité colossale. Il faut une puissance considérable pour faire avancer une telle masse. Mais notre vitesse de croisière est tout de même de 13 à 15 nœuds, c'est-à-dire 30 km à l'heure environ. Mission accomplie. Le superpétrolier Al-Chouada est chargé. Et notre baril est aussi à bord. Un employé de la KOC, la compagnie pétrolière du Koweït, vérifie que les 1 800 000 barils ont bel et bien été chargés. Tout est en ordre. Les pipelines flottants peuvent maintenant être retirés du navire pour aller remplir un autre tanker en pleine mer. Notre baril peut désormais entamer son grand voyage vers l'Allemagne. Le capitaine Pereira, de nationalité indienne, est guidé par un pilote pour sortir des eaux portuaires. Entre l'Iran et le Koweït, le golfe Persique est emprunté par de nombreux pétroliers. La plus grande prudence est de rigueur. Le navire transporte une cargaison qui vaut de l'or. Compte tenu de la hausse continuelle du prix du pétrole brut, la valeur de la cargaison du Al-Chouada augmente avec chaque jour de voyage. Et celle de notre baril aussi. La prochaine étape est le canal de Suez en Égypte. Ceci dit, il n'est pas du tout exclu que dans les années à venir, ce qui serait tout à fait normal, que les prix du pétrole augmentent et qu'ils augmentent même fortement, non seulement en valeur nominale, mais en valeur monnaie constante, à cause de la raréfaction de l'offre. L'offre devient de plus en plus donc difficile, et devient de plus en plus difficile et coûteux de produire du pétrole. Les gisements géants qu'on avait découverts au Moyen-Orient, par exemple, à partir desquels on pouvait produire du pétrole à 1 ou 2 dollars le baril, ces gisements, ils ont vieilli.
la production, la productivité dans ces gisements commence à décliner. De plus en plus, il faut aller chercher le pétrole dans des zones difficiles, dans des eaux profondes, en mer, ou dans des régions hostiles comme la Sibérie ou ailleurs, donc de plus en plus coûteux et de plus en plus cher. Et c'est la raison pour laquelle le prix du pétrole doit augmenter. Et il est dans l'intérêt de tout le monde que ça augmente. C'est dans l'intérêt, bien sûr, des pays producteurs, mais c'est aussi dans l'intérêt des pays consommateurs, parce que ça va les inciter à économiser l'énergie et ça va les inciter à faire ce qu'il faut faire un jour ou l'autre, inévitable, développer d'autres sources d'énergie qui vont remplacer le pétrole. Mais il vaut mieux le faire, remplacer le pétrole progressivement, au lieu de se laisser surprendre par des chocs et par des crises. Après 12 jours de navigation à travers le golfe Persique et la mer d'Oman et la mer Rouge, notre baril atteint enfin le canal de Suez. En reliant la mer Rouge à la Méditerranée, le canal de Suez constitue la voie de transport pétrolier la plus courte et la plus importante entre le Proche-Orient et l'Europe. Sa profondeur maximale n'est toutefois que de 16 mètres. Pas assez bas pour les superpétroliers en pleine charge. Avant l'entrée du canal, au sud de la petite ville portuaire de Suez, ils doivent donc se délester d'une partie de leur cargaison. Au moyen d'un oléoduc, le pétrole brut est retiré des cuves pour être stocké temporairement du côté Méditerranée. Notre baril a-t-il lui aussi quitté les sautes du navire? Rien ne permet de le savoir. Le canal de Suez est un chenal de 170 km de long. À son extrémité, dans le nord de l'Égypte, il débouche sur Port Saïd. Ce n'est qu'ici, sur les rives de la Méditerranée, que l'on peut recharger la cargaison. Nul doute maintenant que notre baril est de nouveau à bord. Les opérations de déchargement, de rechargement et la traversée du canal de Suez nécessitent plus de 3 jours en tout et coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros de droits de passage. Et pourtant, cette solution reste avantageuse. L'alternative consisterait à faire un voyage beaucoup plus long en contournant l'extrémité sud de l'Afrique. Chaque jour de transport supplémentaire représente un coût considérable. Le superpétrolier en pleine charge consomme des quantités vertigineuses de carburant. Et il faut aussi compter les frais de personnel pour plus de 30 hommes d'équipage. Mais par-dessus tout, le commerce du pétrole est un marché à terme où le temps, c'est de l'argent. Prochaine destination, Rotterdam aux Pays-Bas. Le pétrolier doit traverser la Méditerranée jusqu'à Gibraltar, puis faire route à travers l'Atlantique et la mer du Nord. Après 10 autres jours de voyage, notre baril atteint enfin sa destination, le terminal pétrolier de Maasvlakte, dans le complexe portuaire de Rotterdam. Il s'agit maintenant de vider les cuves du tanker de ses 1 800 000 barils de pétrole. L'opération dure 3 jours et coûtera la bagatelle de près de 100 000 euros de taxes portuaires. Terminal pétrolier est l'entreprise conjointe des sociétés BP, ExxonMobil, Petroleum, Shell, Total et Vopak. Cette dernière étant une compagnie de transport maritime hollandais. 2 appontements sont réservés aux superpétroliers. Le pétrole brut, et donc notre baril, est transvidé au moyen de pipelines dans d'énormes citernes où il sera de nouveau entreposé temporairement. Des millions de barils de pétrole brut sont stockés ici, à Rotterdam, en attendant d'être raffinés en Europe. Ils appartiennent à des compagnies pétrolières du monde entier. Même les États-Unis font raffiner une partie de leur pétrole en Europe. Il n'y a pas suffisamment de raffineries à travers le monde. Et comme les puits de forage, elles fonctionnent donc, elles aussi, toujours à plein régime.
L'ouragan Katrina n'a pas seulement paralysé des plateformes de forage, il a aussi détruit plus de 10% des capacités de raffinage américaines. Des dégâts qui ont fait augmenter encore davantage le prix du pétrole. On oublie que le marché du pétrole, ce n'est pas seulement le pétrole physique qu'on achète et qu'on vend chaque jour. Il y a à côté sur le marché physique, qu'on appelle le marché spot physique, il y a le marché à terme. N'importe qui peut aller, il peut téléphoner à son broker, à sa banque, lui dire, écoutez, achetez-moi un contrat sur le marché de New York, un contrat à terme de pétrole brut, de diesel, de fioul, etc. Ce n'est pas l'affaire d'amateurs, de petits spéculateurs seulement, c'est l'affaire de grands fonds d'investissement qui investissent des milliards, des dizaines de milliards de dollars chaque jour pour acheter ou vendre du pétrole sur le marché à terme. C'est le marché qu'on appelle les barils papier. C'est le papier, ce n'est pas de nouvelles choses. Mais ça influence le marché, ça influence le marché physique. Les marchés à terme aujourd'hui, ça dépend des jours, représentent entre 6 et 10 fois le volume du marché physique. C'est-à-dire, si sur le marché physique, dans le monde, il y a 35 millions de barils qui passent, qui entrent dans le commerce mondial, sur le marché à terme, chaque jour, il y a 200 à 300 millions de barils par jour. C'est fantastique. Donc, il y a ce phénomène spéculatif qui joue et qui explique ces grandes variations de prix. Alors, compte tenu de tout ceci, il ne faut pas exclure que si jamais demain, pour prendre un exemple concret, l'Iran dit à partir de cet instant, il n'a même pas besoin d'arrêter ses exportations totalement. Il dit, je réduis de 10%, de 15%, de 20% mes exportations. Qu'est-ce qui arrive? Les prix du pétrole vont flamber. Ça peut très bien passer à $100, 110, 120, j'en sais rien. Mais certainement, ça va augmenter, je suis sûr. La raffinerie de pétrole de la Ruhr à Gelsenkirchen en Allemagne. C'est ici que vient d'arriver notre baril avec l'ensemble des 1 800 000 barils de pétrole brut en provenance du Koweït. De nouveau, il a été transporté par pipeline, mais cette fois avec l'oléoduc Rotterdam-Rhin. En l'espace de 36 heures, le pétrole brut a effectué 215 km. La raffinerie de Gelsenkirchen est une entreprise conjointe des compagnies PDVSA et BP. PDVSA étant la compagnie pétrolière nationale du Venezuela. Le pétrole brut qui arrive ici provient du monde entier. Nous en recevons du Venezuela, de Russie, d'Afrique ou d'Arabie. Pour parvenir à Gelsenkirchen, son trajet est très complexe. En moyenne, il lui faut 5 à 6 semaines de transport. Le pétrole que nous recevons est d'abord déchargé dans les ports de Rotterdam ou de Wilhelmshaven, puis acheminé jusqu'ici par pipeline. Il est recueilli dans des citernes où il entre dans le processus de transformation. La première étape est la distillation du pétrole brut. Sur le site de Gelsenkirchen, nous avons 3 unités de distillation pour une capacité de 12 900 000 tonnes par an. Ces 3 unités distillent le pétrole brut en des produits raffinés. Le pétrole brut est transformé ici en produits que nous connaissons tous par les stations-service. On obtient du super, comme notre Ultimate 100 par exemple, ou du jet, le carburéacteur dont on remplit les réservoirs d'avions dans les aéroports. Nous avons aussi du gazole sans soufre, comme l'Ultimate Diesel, un des meilleurs gazoles que l'on puisse trouver sur le marché allemand. La transformation du pétrole brut produit également du fioul qui va être transformé en différents produits finis pour être aussi vendu dans les stations-service. À l'issue des opérations de transformation du pétrole brut, il reste un résidu solide qui va soit produire du bitume pour la construction des routes ou l'industrie du papier goudronné pour les toitures par exemple, soit il va subir d'autres traitements pour être également transformé en produits raffinés, à savoir essentiellement des produits que l'on trouve à la pompe.
Une partie des produits que nous fabriquons ici sont destinés à l'industrie pharmaceutique. Nous l'approvisionnons en certains composants spécifiques. D'autres produits, comme les produits légers par exemple, le naphta, obtenu par distillation du pétrole brut, servent encore à la fabrication de matières plastiques. À partir de l'éthylène et du propylène que nous produisons ici, une de nos entreprises locales, la société Zabic, fabrique ainsi du polyéthylène et du polypropylène que nous retrouvons par exemple dans les sacs d'emballage ou d'autres articles en matière plastique. Donc pour commencer, notre baril de pétrole va prendre le chemin de ce que l'on appelle une unité de distillation. Le pétrole brut y est chauffé à une température d'environ 360 degrés. Il se vaporise et monte dans la colonne. Différents produits se forment sous l'effet d'autres transformations. Fuel, gazole, kérosène, essence et gaz. Ces produits ne sont cependant pas encore commercialisables en l'état. Il faut au préalable les raffiner davantage dans d'autres installations. La raffinerie de Gelsenkirchen traite ainsi jusqu'à 12 900 000 tonnes de pétrole brut par an. Cela correspond à une production de 258 000 barils par jour. Transformé en essence, en super ou en gazole, notre baril de pétrole brut va maintenant effectuer son dernier voyage dans un oléoduc. Sa destination, le dépôt de carburant BP de Gelsenkirchen. Nous sommes ici au dépôt de carburant de BP Allemagne à Gelsenkirchen. Notre approvisionnement en essence et en gazole est essentiellement assuré par les raffineries de Gelsenkirchen-Horst et Scholven par l'intermédiaire de pipelines. Derrière moi, vous pouvez voir les cuves dans lesquelles nous stockons ces carburants et la station de remplissage à laquelle les chauffeurs des camions-citernes remplissent eux-mêmes leurs cuves. Les carburants de base que nous recevons par pipeline sont améliorés ici par l'injection de ce que l'on appelle des additifs. Pour 1000 litres de carburant, on ajoute en l'occurrence 500 ml à 1 litre d'additifs selon les cas. En dehors des stations-service Aral, nous approvisionnons aussi les stations Esso, Shell, Total, ainsi que celles d'autres réseaux de revendeurs. Les chauffeurs des camions effectuent eux-mêmes le remplissage de leurs citernes. Pour ce faire, ils doivent entrer manuellement dans le système informatique les références de la commande à livrer et en fonction de ces données, le système délivre automatiquement la quantité de produits et d'additifs correspondante. À la suite de cela, les camions-citernes partent livrer les stations Aral, Esso ou Shell. Notre baril de pétrole brut transformé en carburant raffiné a désormais reçu son additif, lui aussi, et il est devenu le produit d'une marque spécifique, Aral. Un camion-citerne de la compagnie le conduit à l'étape finale de son voyage, une station essence de la ville de Borum. Les pompes à essence sont approvisionnées presque tous les jours. On pourrait penser que les affaires marchent bien, pas du tout. Malgré les prix élevés de l'essence et du gazole, les recettes des quelques 15 000 stations-service d'Allemagne couvrent à peine les frais de leurs gérants. Vous savez, lorsqu'on parle des prix du pétrole, il y a souvent des malentendus au sujet des prix. Il faut voir de quel prix on parle. Maintenant, lorsqu'on est lisant le journal, nous écoutons les nouvelles à la radio, à la télévision, on nous dit, voilà, le pétrole, le prix du pétrole était de 25 $ en 2003, aujourd'hui il est de 65 ou 70 $. C'est très bien. Ça, c'est le prix du pétrole brut. Mais vous et moi et nos voisins, on ne consomme pas du pétrole brut, on consomme des produits raffinés.
nous achetons de l'essence, nous achetons du fuel, du gasoil, des GPL, etc. Le prix que nous payons, ce n'est pas 60 $, c'est beaucoup plus. Selon les produits, c'est beaucoup plus. Le plus cher, c'est l'essence, bien sûr, le super. Dans un pays comme la France aujourd'hui, vous allez dans une station d'essence, vous payez 1,15 € pour un litre de super. Comme dans le baril, il y a 159 litres, 159 multiplié par 1,15, ça vous fait environ plus de 200 € le baril. C'est-à-dire 240, 250 $ le baril. Alors que le baril du brut, il est de 60 $. La différence est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a les taxes. Tout ceci, c'est les taxes. Il y a à peu près, en Europe, si vous prenez la moyenne européenne, 55 à 60% du prix payé par le consommateur européen pour l'ensemble des produits, ça représente des taxes qui vont à l'État, au gouvernement du pays consommateur. Les profits des grandes compagnies pétrolières augmentent toujours et encore, aux dépens du consommateur. Bien sûr, je regarde les prix. Chez Aral, par exemple, ou dans des stations plus petites, comme chez Party Wash. Je suis pas d'ici, mais de Warendorf. Ils sont moins chers qu'ici. Normalement, je mets 20 € d'essence, mais là, j'en ai mis que 10. Quand je le peux, je préfère faire le plein là où c'est le moins cher. Le prix de l'essence me révolte. Il faut faire attention, sinon on prend les consommateurs pour des moutons. Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste de payer tant de taxes. Je pense qu'elles pourraient très bien être moins élevées. Je fais souvent le plein dans les stations-service des supermarchés. Mais là, c'était un cas d'urgence. La station était sur ma route. Quand le prix augmente, je mets moins d'essence. Quand il baisse, j'en mets plus. Oui, je compare les prix entre certaines stations-service et je fais le plein dans la moins chère. J'ai aussi pris l'habitude de réduire ma vitesse au volant pour économiser l'essence. Tout le monde a constaté qu'ils augmentent les prix le vendredi. Le lundi, il y a toujours une différence de 3, 4 ou 5 centimes. Puis les prix rebaissent. Je ne fais jamais un plein complet. En fait, on prend de l'essence une fois par semaine. C'est surtout ma femme qui se sert de la voiture. Moi, je prends les transports en commun pour aller travailler parce que c'est plus avantageux pour moi, du point de vue des correspondances, pas du prix. Je me sers si peu de la voiture que je ne peux pas vraiment dire que je fasse attention à faire le plein dans la station la moins chère. Les gérants de stations-service ne gagnent que 0,5 à 1 centime d'euro par litre d'essence. Pour gagner de quoi vivre, leurs stations sont devenues de véritables supérettes autour des pompes à essence. Compte tenu du fait que les consommateurs font beaucoup plus attention au prix, il est encore plus important pour nous de rester concurrentiels. C'est pourquoi tous les matins, je fais le tour des concurrents qui se trouvent dans mon secteur. Je fais une autre inspection le midi et entre deux, je regarde sur Internet s'il y a des changements. Quand je constate des écarts de prix, j'en avertis le service des tarifs de ma chaîne par le biais d'Internet. Ils examinent la question et très rapidement, je reçois une réponse m'indiquant qu'ils ont ajusté les prix en conséquence. Le pétrole effectue des voyages de plus en plus longs. Les pétroliers traversent tous les océans et toutes les mers de notre planète. Régulièrement, cela donne lieu à des catastrophes écologiques dramatiques, provoquées par la rupture de pipeline, mais surtout par des accidents de pétroliers. C'est ainsi qu'en novembre 2002, le pétrolier Le Prestige s'est brisé sur le littoral de la Galice,
dans le nord-ouest de l'Espagne. Le pétrole qui s'en est échappé a pollué des milliers de kilomètres de côtes et tué des centaines de milliers d'animaux. On transporte de plus en plus de pétrole sur des routes de plus en plus longues, avec des pétroliers gigantesques qui ne sont même pas tous équipés d'une double coque. Ce sont de véritables bateaux poubelles qu'on continue d'envoyer sur les mers du monde entier. Et les accidents sont légion. En 1989, par exemple, il y a eu le naufrage de l'Exxon Valdez, au large de l'Alaska. 40 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer. Quand vous allez là-bas, 17 ans après, il suffit de soulever un galet pour trouver de pleins seaux de pétrole. Et pourtant, la compagnie pétrolière ExxonMobil, qui a gagné 36 milliards d'euros cette année, n'a pas encore payé un seul centime d'amende pour assumer ses responsabilités. C'est un comportement totalement irresponsable et la situation sur place montre à quel point le pétrole pollue longtemps l'environnement. Petit à petit, ces substances toxiques s'infiltrent au fil des années dans la chaîne alimentaire des animaux. C'est un engrenage fatal. Retour à la raffinerie de Gelsenkirchen. Dans ce complexe, on ne produit pas seulement du super, du gazole et d'autres carburants, mais aussi des matières premières essentielles pour l'industrie chimique. Une autre phase du raffinage. Le naphta est dissocié ici en propylène et en éthylène notamment. Des produits chimiques de base pour de nombreuses choses. Matières plastiques, fibres synthétiques pour l'industrie de l'habillement, produits phytosanitaires et bien d'autres encore. À Gelsenkirchen, l'entreprise saoudienne Zabic fabrique des granulés de plastique à partir de propylène et d'éthylène. Les gaz qui proviennent directement de la transformation du pétrole brut sont la matière première qu'utilise ici l'entreprise Zabic pour produire du plastique. Concrètement, nous recueillons ces gaz au moyen de canalisation pour les introduire dans des réacteurs où ils sont transformés en plastique. Les opérations se déroulent dans des réacteurs horizontaux ou verticaux que vous pouvez voir derrière moi. À l'intérieur, il règne une température d'environ 60 à 80 degrés pour une pression d'environ 20 à 30 bars. Dans ces réacteurs, les molécules de gaz s'accrochent les unes aux autres de sorte à produire de longues chaînes. Il se forme une poudre qui se dépose dans le réacteur. J'en ai ici un échantillon dans un flacon pour vous donner une idée de ce qui se trouve dans le grand réacteur qui est derrière moi. On a cette poudre blanche maintenue en suspension. Après avoir subi d'autres transformations, ces matières plastiques ont des domaines d'utilisation très variés. Ici, j'ai par exemple des granulés jaunes de la famille des polyéthylènes. Ils servent à la fabrication de conduites de plastique pour le transport du gaz, par exemple. À partir des polyéthylènes, on fabrique aussi des caisses à bouteilles de boisson, comme on les connaît tous, ou des textiles pour la fabrication de vêtements en microfibres, ou encore des matières d'emballage, comme le film alimentaire, que tout le monde a chez soi. L'autre famille de produits, ce sont les polypropylènes, qui se présentent comme ceci. Comme vous pouvez le constater, c'est un produit neutre. On n'y a ajouté aucun colorant. En fonction des désirs du client, on peut le teinter ou non. Les produits de la famille des polypropylènes vont être transformés pour servir à une multitude d'usages. On peut par exemple en faire des flacons pour les shampoings ou les laits de toilette. On les utilise aussi dans le secteur de l'automobile. Les tableaux de bord ou les pare-chocs sont fabriqués en polypropylène. On en trouve également dans toutes les maisons, avec les coques des cafetières électriques et des aspirateurs, ou encore les chaises et les bancs de jardin. Tous ces objets sont en polypropylène. L'entreprise Lamy à Heidelberg. À partir de granulés de plastique, on fabrique ici des cartouches d'encre, des stylos à plumes et à billes.
Une partie de notre baril de pétrole sert donc aussi à la fabrication d'articles de papeterie. La hausse du cours du pétrole ne fait pas seulement flamber le prix de l'essence. Nombre de produits d'usage courant sont fabriqués à base de pétrole. Leur prix est donc également tributaire du marché mondial de l'or noir. Tout le monde subit de plein fouet les conséquences des fluctuations du prix du pétrole. Pas seulement à la pompe, mais aussi dans les magasins et aux supermarchés. L'entreprise BASF à Ludwigshafen, le numéro 1 mondial de la chimie. Dans l'éventail de sa production, on trouve notamment des produits chimiques, des matières plastiques, des peintures et des produits phytosanitaires. L'une de ses filiales extrait même du pétrole et du gaz naturel. Et récemment, le géant de la chimie a ouvert un département design pour les matières plastiques. Un designer ne réfléchit pas spontanément en termes de matière plastique. Il n'envisage pas automatiquement l'aspect technique ou chimique des choses comme un ingénieur. Il réfléchit en termes de forme, de couleur et aussi de surface. Il a une idée en tête qu'il doit s'efforcer de nous faire comprendre, de nous transmettre. C'est ce que nous faisons ici en dialoguant ensemble. De notre côté, nous nous efforçons de saisir son idée et une fois que nous l'avons comprise, nous pouvons le soutenir au mieux dans la faisabilité de cette idée. La couleur est un autre point important. Les matières plastiques se teintent remarquablement bien dans la masse. La variété des couleurs que l'on peut obtenir est immense. Grâce à la Colortech que nous avons ici, ce grand panneau mural où sont exposées les nombreuses nuances différentes, le designer peut tout de suite trouver la couleur qu'il a en tête pour son projet et peaufiner son choix. Et quand il dit « c'est exactement la couleur dont j'ai besoin pour la pièce que je veux construire » et qu'on discute ensemble de la manière de fabriquer cet objet, du plastique le plus approprié, ce créateur, notre client, voit très vite comment son idée peut se concrétiser. Les granulés de plastique constituent une matière première capitale. Ils sont le matériau de base de la gigantesque gamme de produits de l'industrie plastique. De plus en plus d'objets d'usage courant sont fabriqués en plastique et par conséquent dérivés du pétrole brut. Le secteur de l'automobile se tourne lui aussi de plus en plus vers les matières plastiques. Elles sont plus légères et permettent donc d'économiser le carburant. Les granulés de plastique fabriqués par BASF se retrouvent dans les voitures, les cartouches d'encre et les stylos à billes, aussi bien que dans les téléphones portables, les machines à café, les ordinateurs et les matériaux isolants. Et une multitude d'autres choses encore. Le néopore est un produit dérivé du pétrole comme la majorité des matières plastiques. Son ancêtre est le styropore, un polystyrène expansé blanc qui a été mis au point par BASF en 1956. Comme vous le voyez ici, le néopore est un matériau isolant de couleur gris-argent. L'élaboration du néopore est une innovation de BASF. L'ingéniosité de ce produit est que pour obtenir une meilleure isolation thermique, nous lui avons ajouté du graphite, un graphite spécifique qui accroît considérablement ses propriétés calorifuges. Il faut ainsi nettement moins de néopore que de polystyrène pour obtenir la même isolation sur une maison, par exemple. Et grâce à cette isolation, on récupère très vite la dépense en pétrole que représente le matériau. Dès la première année, on compense ce qui a été utilisé comme pétrole pour le fabriquer, en faisant des économies de chauffage. « 10% du pétrole brut sont transformés en matière plastique. Le reste est consommé sous forme de carburant ou de combustible.
y compris au Koweït. À la nuance près qu'au pays de l'or noir, le prix du pétrole n'est pas un problème. Le super coûte 3 fois rien ici. Il est moins cher que l'eau minérale. Le pays doit sa prospérité à ses réserves de pétrole. Tous les Koweïtiens en profitent. Avant qu'on y découvre du pétrole, le Koweït était un pays pauvre qui ne jouait pratiquement aucun rôle dans la politique mondiale. Les Koweïtiens menaient une vie simple et modeste. Avec les bateaux à voile qu'ils construisaient eux-mêmes en bois, ils naviguaient entre l'Asie et l'Inde. C'étaient des marchands. Au cours de leur long voyage entre l'actuel Irak et l'Inde, ils faisaient le commerce de toutes sortes de choses, mais surtout du bois et des dattes. Le Koweït, c'est aussi ça. Ici, comme depuis des siècles, on vend le poisson à la criée, en plein cœur du centre-ville ultramoderne. Depuis 1963, nous investissons à l'extérieur une partie des revenus générés par le pétrole. En 1990, quand les Irakiens ont envahi le Koweït, nous avions engagé environ 130 milliards d'euros en dehors de notre pays. Si nous avions autant de capital à l'époque, c'est parce que nous avions investi les bénéfices de la vente du pétrole aussi bien dans des entreprises que des actions et des placements. Parmi les entreprises dont nous détenons des actions, il y a la société allemande Mercedes-Benz, par exemple. Nous ne dépensons pas l'argent du commerce pétrolier à tort et à travers, mais avec réflexion et intelligence. Le Koweït a aujourd'hui 2 sources de revenus. Le pétrole et un fonds d'investissement qui regroupe des entreprises, des actions et des banques dans presque toutes les capitales du monde. L'économie et la prospérité des pays industrialisés, aussi bien que des pays producteurs de pétrole, sont encore inconcevables sans le pétrole. Mais pour combien de temps et à quel prix les barils de brut vont-ils encore continuer à voyager à travers le monde ?